3 questions sur lesquelles on va s'arrêter avec nos invités. D'abord, est-ce qu'on est sûr, Nargis, qu'il s'agit d'un ballon espion? Eh bien, pour Pékin, la réponse est non. Ce ballon était une sonde météo inoffensive. Elle aurait simplement dévié de sa trajectoire. Il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pour Washington, en revanche, aucun doute, c'est un ballon espion. Lloyd Austin déclare l'engin était utilisé par la République populaire de Chine dans une tentative de surveiller des sites stratégiques. Ce qui pourrait faire penser bien qu'il s'agit bien d'un ballon espion, c'est qu'on le rappelle, il est passé au-dessus de cette base aérienne de Malmstorm. C'est juste au niveau de l'État du Montana, au nord-ouest du pays, donc un site sensible qui abrite des missiles nucléaires américains, mais aussi leur silo de lancement. Et l'analyse des débris du ballon abattu samedi au-dessus de l'Atlantique devrait justement permettre d'en savoir plus. Ces débris ont été récupérés par des plongeurs et vont être analysés dans un laboratoire du FBI. Le patron des démocrates au Sénat a déjà annoncé que les sénateurs recevraient un rapport détaillé le 15 février, suite donc à ces analyses par le FBI. Alors, quel est le risque d'escalade? D'abord, quelles ont été les premières réactions, Nargis? La toute première réaction est celle d'Anthony Blinken. Il a reporté son déplacement en Chine. Il était attendu cette semaine. Cela fait plus de 5 ans qu'un ministre des Affaires étrangères américain n'a pas mis un pied sur le sol chinois. Hier, le ministre des Affaires étrangères chinois, de son côté, a exprimé son fort mécontentement et a déclaré que son pays se réserve le droit de répliquer. Alors, quel est le dossier le plus chaud entre les deux pays? Eh bien, c'est Taïwan. L'île cristallise les crispations entre Pékin et Washington. La Chine revendique la souveraineté de Taïwan qu'elle veut récupérer. Et vendredi, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur ce ballon au-dessus des États-Unis, eh bien, dans le même temps, à des milliers de kilomètres, plus d'une douzaine d'avions militaires chinois et 4 navires de guerre ont été détectés autour de Taïwan. Alors ça nous rappelle évidemment la visite de Nancy Pelosi, c'était en août dernier, le 4 août précisément, et elle avait déclenché la colère de Pékin. Les Chinois avaient attendu le départ de la présidente de la Chambre des représentants pour lancer une série d'exercices militaires autour de Taïwan. Pendant 4 jours, des hélicoptères chinois survolaient la mer près du détroit. Des navires avaient même été déployés. Les plus importantes manœuvres militaires de ces dernières années, de ces dernières décennies autour de l'île. Autre signe de tension constante, seulement quelques semaines après la visite de Nancy Pelosi, cette déclaration de Joe Biden. Un journaliste lui demande si les Américains défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise et le président américain répond « oui, si une attaque sans précédent venait à se produire ». Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire. Voilà donc pour les éléments, les 3 questions sur lesquelles on va s'arrêter. Merci Nargis, à tout à l'heure. Est-ce que, reprenons au commencement, est-ce que ça peut être la dérive accidentelle d'un ballon météo, d'un ballon sans portée militaire? Ou est-ce qu'on écarte définitivement cette hypothèse générale? Si un ballon avait dérivé depuis la Chine, je pense et qu'il avait effectivement cette vocation civile et humaniste d'étudier la météorologie et le changement du climat et autres, je pense que les Chinois en auraient averti les Américains. Leur dire, écoutez, on est un peu désolé, il y a une dérive. Tout ça est très contrôlé. Penser que ce ballon arrive là où il passe de manière fortuite, ça serait on serait totalement naïf. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pas un risque d'amateurisme des Chinois Non, ils maîtrisent assez bien tous ces domaines. Hein. Ils ont des scientifiques. Ils savent envoyer des hommes dans l'espace, ils font des tas de choses très intéressantes. Au contraire, ça montre qu'ils maîtrisent assez bien d'ailleurs cette couche de l'atmosphère et les moyens qui peuvent y être employés aussi pour surveiller, pour contrôler. Je trouve qu'ils sont assez aventureux quand même, parce qu'on est dans l'espace, clairement dans l'espace aérien américain. Aventureux, vous voulez dire audacieux? Oui, aventureux, je dirais, parce que audacieux, oui. Aventureux, ils testent, à mon avis. Vous savez, ils pénètrent un peu dans tous les espaces, hein, les Chinois. C'est vrai dans l'espace atmosphérique, là on le voit, on est encore dans la tropopause, dans l'atmosphère basse. Ils pénètrent dans l'espace numérique, ils pénètrent ils sont aussi très présents dans l'espace tout court.
Et on a vu dans l'espace aérien de Taïwan, et donc ils sont en train de poser des pions pour maîtriser un peu tous ces espaces. Et là, typiquement, c'est vraiment très provocateur comme geste. Ils ont pris quand même un risque considérable. On va voir Ils ont pris le risque de perdre un ballon. quelle peut être la portée de... pas seulement. Non. On a vu les réactions, Ouais, c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Et quelle réaction? Bon, le ballon Alors, a été battu. En dehors, d'ailleurs, c'est intéressant la performance technique parce que le missile n'était pas prévu pour aller à cette altitude-là. Donc, il va falloir étudier des capacités pour aller frapper ce genre de la performance américaine, dites-vous. Oui. Mais on reviendra. Daniel Cohn-Bendit. Non, et surtout de le faire tomber là où on peut le récupérer. Oui, dans les eaux. Dans les eaux, parce qu'il y a 14 mètres là où il est tombé. Oui, c'est ça. Il aurait pu tomber à 500 mètres, et là, personne ne l'a récupéré. Donc il y a deux exploits techniques. Oui. La fusée qui le descend et le lieu pour pouvoir récupérer et voir ce qu'il voulait savoir. C'est un exploit, mais c'est aussi évidemment une précaution, puisqu'il semblerait que ce qui explique le délai entre la détection du ballon et le fait qu'il soit explosé, c'est qu'il puisse tomber là où il ne fait pas de dégâts. Donc il fallait attendre le survol, le déplacement. Mais il a survolé l'Alaska, ensuite, d'après ce qu'on sait, ensuite il est allé au Canada, et puis il est revenu au-dessus du Montana, où sont donc enterrés ces silos de lancement de missiles nucléaires, d'après ce qu'on sait, dans cette base aérienne. Donc, si vraiment il a fait ce périple-là, c'est difficile de croire à une dérive. Il y avait quand même... Et croire aussi que c'était un ballon... innocent, un ballon d'exploration scientifique, Thierry Volton. Ça vous étonne que les Chinois prennent ce risque-là? Non, c'est pas étonnant. Ça fait quand même plusieurs années que le régime chinois se prépare incontestablement, comme d'ailleurs les Américains, soyons pas innocents, se prépare à un affrontement avec Washington et Washington avec Pékin. Donc, si vous voulez, dans cette espèce d'espace de guerre froide, là on est vraiment dans ce qu'on appelle la guerre froide. En Ukraine, on a la guerre chaude, si je puis dire, et puis là on est dans une espèce de guerre froide qui rappelle d'ailleurs beaucoup de choses, et je ferai tout à l'heure un petit parallèle avec un autre incident qui a eu lieu il y a 60 ans, qui ressemble exactement à ce qui s'est passé, mais en front inversé, ce sont les Américains qui étaient fautifs. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est très instructif pour la suite de ce qui peut se passer. J'allèche l'auditeur. Ouais, j'allais dire, vous faites un teasing. Un teasing, absolument. Bon, bref, à ça suivre, pour dire. trois petits points. À suivre, trois petits points. Donc, il est évident que c'est... Bon, alors la seule interrogation qui se pose, c'est quel est l'intérêt, enfin moi je ne suis pas militaire donc ni scientifique, mais quel est l'intérêt scientifique de ce type alors qu'il y a des satellites espions qui connaissent tout, etc. Bon, alors on dit, d'après ce que j'ai lu, parce que j'en sais pas plus que ça, on dit que c'était pour écouter plutôt les communications, voir les moyens de détection, les radars, etc. Parce qu'en termes de vision, si je puis dire, il est évident qu'un satellite peut très bien, avec une résolution très bonne, avoir d'excellentes photos. Ça, c'est une excellente question. Voilà. C'est quelle est l'efficacité, la force de frappe, si je puis dire, en termes de renseignement de ce ballon par rapport à d'autres équipements d'écoute. Et les débris vont tomber, Nargis nous le disait, ils seront analysés, donc on saura. La grande force, c'est la permanence. Si vous voulez vraiment travailler sur des communications, les satellites, on sait ce qu'il en est. Ils ont une orbite qui est d'autant plus rapide qu'ils sont bas. Il faut rafraîchir, même si on met des constellations, c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, c'est très intéressant, au-delà de la question militaire, l'utilisation de cet espace aérien, parce qu'on peut faire des tas de choses intéressantes aussi pour le bénéfice de l'humanité par ailleurs. Mais il est clair que si vous voulez analyser des communications dans le détail et dans la continuité, sans rupture, c'est le moyen idéal. Il y a des projets d'ailleurs qui sont en cours, y compris en France, sur ce type de capacité. Antoine Bondaz, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Asie. Vous, est-ce que l'hypothèse selon laquelle ce pourrait être une forme de gaffe ou d'amateurisme chinois retient votre attention une seconde, ou il y avait évidemment une intention d'espionnage caractérisée par les Chinois? Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu l'analyse notamment de la charge utile qui était sous le ballon, et on en saura plus donc au courant du mois de février. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas la première fois que des ballons chinois survolent
le territoire américain ou le territoire d'autres pays. Il y a eu des précédents au Japon, à Taïwan et même en Europe ces dernières années. Et ça, c'est à mettre en lien avec du côté chinois et notamment de l'Armée populaire de libération, l'expression d'un intérêt marqué pour le développement de ces ballons avec une dimension militaire. On le voit notamment en tant que chercheur lorsqu'on travaille sur les publications académiques chinoises. Il est assez facile d'identifier notamment certaines entreprises liées à l'armée ou certaines institutions de recherche liées à l'armée qui travaillent sur ce type de ballon. Et donc l'hypothèse que ce sont des ballons de renseignement chargés de collecter des informations n'est pas du tout à exclure et n'est pas du tout fantaisiste. Sur le côté de l'amateurisme, une des questions qui peut se poser, c'est le niveau de connaissance au plus haut niveau de l'État, de l'existence de ces programmes potentiellement d'espionnage et de la question du timing. Rien ne démontre aujourd'hui, par exemple, que Xi Jinping était au courant il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines de l'existence d'un ballon qui allait passer au-dessus des États-Unis à quelques jours de sa rencontre avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Et sur ce point-là, je pense que nous n'aurons jamais de réponse. Il y a donc l'existence de ces programmes et la connaissance au plus haut niveau de ces programmes et surtout du timing de l'utilisation et du survol de ces ballons du territoire américain. Quand même, si vous dites ça, c'est que ça vous surprend, cette concomitance entre le survol et la visite de Blinken. Vous pensez que ça peut-être été mal pensé ou mal concerté? Alors, encore une fois, la question est de savoir si c'est une coïncidence ou pas. Il n'est pas rare dans les relations sino-américaines que juste avant une visite importante, il y ait un incident ou en tout cas une démonstration de force d'un côté comme de l'autre. Il y a par exemple une dizaine d'années, lorsque le secrétaire d'État Bob Gates était rendu en Chine, il y avait eu le vol pour la première fois du J-20, c'est-à-dire le premier avion furtif chinois, une forme de démonstration de force, encore une fois, avant la visite du secrétaire à la Défense en Chine. Donc ce n'est pas la première fois, encore une fois, qu'il y a potentiellement un lien entre une provocation, un incident, une démonstration de force et une visite. Mmh. Là, ça pose une question supplémentaire, puisqu'on est sur un survol du territoire américain. Et ça change tout. Ça change tout D'accord. parce que du point de vue de l'opinion publique américaine, on parle depuis plusieurs années d'une menace chinoise dans le domaine économique, dans le domaine technologique, dans le domaine même militaire. Et si les précédents d'espionnage chinois sur les États-Unis sont nombreux, le vol de plans notamment de certains avions américains, notamment le F-35, le vol de données, y compris de fonctionnaires américains. Tout cela a été extrêmement documenté. Il n'y a pas forcément d'incident, entre guillemets, physique. Or, là, il y a la matérialisation, potentiellement, de Alors, l'espionnage chinois dessus même du territoire américain. Et ça change le... Restez avec nous, Antoine Bandas. Tout ça est passionnant. On va s'interroger évidemment sur les répliques possibles, attendues de Pékin, puisque Pékin se donne le droit de répliquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule diplomatique? À tout de suite. Alors, comment Pékin va maintenant répliquer l'explosion de son ballon chinois que les Américains donc ont fait sauter, si je puis dire, par un tir de missile avec un avion de chasse samedi soir? C'était tout à fait spectaculaire. Eh bien, on attend avec beaucoup d'impatience vos réponses, Général Paloméros, Thierry Volton, Daniel Cohn-Bendit, Antoine Bandas est toujours avec nous aussi en direct, et Isabelle Feng. Isabelle, justement, tiens, prenons le pouls de l'état d'esprit des Chinois, puisque la porte-parole du ministère des Affaires étrangères vient de s'exprimer. D'abord, pour revenir sur l'incident lui-même, écoutez-la. La Chine est un pays responsable. Nous respectons les lois internationales, la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays. En réalité, l'histoire montre que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont transgressé tout ça. La Chine a très clairement fait comprendre que ce qu'il s'est passé est un incident de force majeur, mais les États-Unis refusent de l'entendre et c'est inacceptable et irresponsable de leur part. 历史证明，经常践踏国际法、侵犯别国主权和领土完整的是美国。 Bon, après quelques moments d'embarras, on sent que Pékin est remonté sur son cheval et accuse beaucoup plus clairement encore les États-Unis d'être à l'origine de toute cette
affaire. Quelle conclusion en tire Pékin? Écoutez la même porte-parole. L'usage de la force du côté américain est une réaction démesurée. Les États-Unis d'Amérique ne devraient ni encourager ni accélérer l'escalade de la situation. Et la Chine se réserve le droit de répondre en conséquence. Donc toujours cette phrase, la Chine se réserve le droit de répondre en conséquence. Thierry Bolton, ce n'est pas un renversement de la charge, mais enfin, quand même, dans cette déclaration de la porte-parole, les États-Unis sont tenus pour responsables d'absolument tout dans cette affaire. Mais oui, mais comment voulez-vous qu'ils fassent d'autres? Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, vous êtes dans un récit, encore une fois, ça ressemble beaucoup un peu à Poutine, quelque part. Et sinon, je fais un parallèle, parce que Poutine dit, je suis agressé, j'étais agressé, l'OTAN voulait absolument remettre la main sur l'Ukraine pour justifier sa politique. Là, ils sont pris les doigts dans la confiture, comme on pourrait dire, hein, et donc, évidemment, leur première réaction, c'est de dire, ils nous ont agressés, et bon. Alors, c'est vrai, ça a été rappelé peut-être par les spécialistes, d'abord, c'est pas le premier ballon, hein, puisqu'il y a eu 3 ou moins incursions de ballons sur les États-Unis ces dernières années. Hein, D'autre part, ce que j'aurais précisé, parce que c'est intéressant, les satellites espions américains ont détecté en 2020 dans le Xinjiang, vous savez, ce fameux Xinjiang où il y a tant de Ouïghours qui sont dans les camps de concentration, justement, ils ont détecté une fabrique de gros ballons comme ça. Hein, donc c'est vrai que les Chinois ont l'habitude d'utiliser ce type de choses. Donc en vérité, là, ils sont pris pour la première fois. Alors pourquoi, la question que je me pose, je n'ai pas la réponse, donc je la pose sans apporter de réponse, pourquoi cette fois-ci les Américains ont-ils réagi alors qu'il y a eu déjà des incursions dans d'autres circonstances, puisqu'on le sait maintenant? Ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un timing américain, intérieur américain, avec les républicains, etc., la guerre en Ukraine, espèce d'équilibre républicain-démocrate? Ça, je ne peux pas répondre. Ou est-ce que c'est parce que tout d'un coup, ils ont dit, bon, ça suffit, qu'on montre qu'on n'est pas dupe de tout ça? Ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant qu'il y ait eu déjà des incursions et qui n'ont pas eu cette dimension internationale, en tout cas. Il y a sans doute des raisons intérieures, évidemment. Quelles sont les représailles auxquelles on doit s'attendre? Justine Jankowski, vous êtes en direct de Pékin correspondante pour TF1 et LCI. Qu'est-ce qui se dit dans la presse chinoise? C'est intéressant d'aller sentir aussi l'humeur des Chinois. D'abord, est-ce que c'est un sujet qui est à la une? Et puis, est-ce qu'il y a des hypothèses qui circulent déjà sur la possibilité de réplique de Pékin? Eh bien, vous l'avez vu, hein, la Chine ne décolère pas. Il y a eu cette déclaration aussi ce matin du ministère des Affaires étrangères. Les États-Unis ont sérieusement endommagé les efforts de stabilisation entre nos deux pays. En gros, ce que dit la Chine, c'est nous, on n'a rien fait, notre ballon est innocent, mais vous, les Américains, vous avez surréagi. Et comme ça, la Chine se place dans une position de victime, même si le ministère des Affaires étrangères vient de l'admettre. Le deuxième ballon qui survole l'Amérique latine appartient également à la Chine. Alors, du côté des réactions, il y a comme toujours sur Weibo, le Twitter chinois, des belligérants qui demandent à ce qu'on tire sur un avion américain. Et du côté de la presse, eh bien, j'ai avec moi l'édition du Global Times et vous le voyez, le sujet fait toujours la une avec ce titre. Les États-Unis viennent de créer un mauvais précédent. Ce qui m'amène à la question des répliques. Et pour ça, j'ai posé la question à Victor Gao, qui est un membre du Parti communiste. Et il m'a dit, eh bien, tout simplement, la Chine pourrait faire la même chose. Il a spontanément mentionné Taïwan en me disant, eh bien, pour nous, Taïwan appartient au territoire chinois. Et si les États-Unis venaient à survoler le territoire de Taïwan, eh bien, la Chine se réserverait le droit de faire la même chose. C'est-à-dire, si je comprends bien, Justine, pour préciser, si un avion américain survolait Taïwan, alors, la réplique serait pour eux proportionnée et il ferait exploser l'avion. Ah, alors Justine est figée pour des problèmes de liaison. Merci en tout cas à vous, Justine Jankowski. Isabelle Feng, à propos des représailles et des répliques, qu'est-ce que peut faire Pékin? Est-ce que ce sera commercial? Est-ce que ce sera militaire? Est-ce que ce sera diplomatique? Je pense que Pékin dispose peu de marge pour mettre en place ces paroles, car si Pékin organise une représaille économique, on ne voit pas en quoi que les sanctions chinoises vont atteindre l'économie américaine, et encore moins militairement.
puisque selon qu'on a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, et Pékin a resté très, très discret. Et puis, il fait attention de ne pas porter des aides à Poutine. Donc, justement, Pékin est en train de mesurer de ses forces militaires vis-à-vis de son rival américain. Et ces histoires de ballons espions, on va voir est-ce que c'est espion ou météorologique, comme la Chine réclame, mais au moins, on peut en tirer une conclusion, c'est que la Chine a menti dès le début, puisque le ballon chinois est entré sur l'espace aérien depuis le 28 janvier. Et jusqu'au le 3 février, et la presse chinoise a toujours, comme le Global Times, la presse chinoise insiste pour dire que le ballon n'était pas de la Chine. C'est pour être de n'importe quel civil, quel aéronef civil de n'importe quel pays. Et donc, même ce ballon est de fabrication chinoise. Ça, c'est bien un expert militaire qui est cité par le Global Times qui a dit que même ce ballon est de fabrication chinoise, mais cela ne veut pas dire qu'il appartient à la Chine. C'est seulement quelques heures après que le gouvernement chinois, le ministère des Affaires étrangères de Chine, a reconnu que ce ballon appartient bien à la Chine. Et ensuite, ensuite c'est sur les réseaux sociaux que les Chinois, et maintenant, ils étaient au courant qu'il y a un ballon chinois qui balade sur le ciel américain. Et beaucoup, y compris l'ancien rédacteur en chef de Global Times, qui analyse, en tout cas, les Américains n'allaient pas abattre ce ballon. Et quelques heures après, et le ballon est abattu, et maintenant, c'est la Chine qui réclame que les Américains, c'est le responsable, ils surréagissent. Vous avez raison, Isabelle Feng, la chronologie est quand même assez implacable. Hein. Oui. D'ailleurs, Général Paloméros, petite parenthèse, quand on s'en est parlé vendredi matin, vous nous avez dit, si les Chinois avaient un ballon américain au-dessus de leur tête, évidemment qu'ils lui tireraient dessus, mais les Américains ne le feront pas. Et puis finalement, ils l'ont fait. Non, je n'ai pas dit qu'ils... Vous avez dit les Chinois le feraient forcément, les Américains pas forcément. Bon, finalement, ils l'ont fait. Il fallait qu'ils étudient effectivement la situation et surtout c'était surtout pour éviter les dommages collatéraux, puisque c'est quand même un très gros ballon. Vous avez dit à Donc propos des ils l'ont débris. fait et c'est une performance, vous l'avez souligné, monsieur. C'est une performance, hein, ils l'ont fait à l'endroit précis où ils devaient le faire. Il fallait que les débris tombent dans leurs eaux nationales, c'est-à-dire à moins de 12 000 nautiques des côtes. Pas si simple que ça. Et ils ont laissé, à partir du moment où le ballon était là et dérivait, ils l'ont laissé faire. Mais moi, au contraire, j'ai toujours pensé que les Américains ne pourraient pas laisser cette atteinte à leur souveraineté aérienne impunie. Non, simplement, il fallait qu'ils trouvent le moment où le ballon moment adéquat. Et ils ne l'ont produirait pas de dommages collatéraux. Alors, Justine nous parlait d'un ballon au-dessus de l'Amérique latine. C'est donc le ballon qui survole la Colombie. Il a été signalé. Costa Rica aussi. Et aussi le Costa Rica. Donc, vous en savez plus que moi. Et aussi le Costa Rica. Et donc, il est bien chinois. Donc, c'est vrai qu'il y a une industrie du ballon espion en Chine. Quelle représailles Bertrand Badi, dans Le Parisien ce matin, qu'on connaît bien, expert en géopolitique, dit que c'est une bataille d'ego. Voilà. Ce sont les deux superpuissances qui, chacune, veulent affirmer leur suprématie sur l'autre. C'est une obsession pour Pékin et c'est une obsession américaine. Est-ce que c'est ça, Daniel Cohn-Bendit ? J'en sais rien, c'est toujours difficile, c'est une bataille d'ego. Non, je crois qu'il y a... Moi, par exemple, la presse allemande dit que fondamentalement, les Chinois ont mis un but dans leur propre camp, quoi. Qu'en fait, ils sont perdants dans cette affaire. Alors, ils peuvent dire n'importe quoi, raconter n'importe quelles histoires, etc. Tout ça, c'est pas crédible. Alors, est-ce que c'est aussi à un moment les Chinois qui veulent montrer leur capacité dans le monde, etc. Possible, mais c'est pas une bataille d'ego parce que les Américains, Blinken devait aller à Pékin, ils avaient aucun intérêt à saboter ce voyage. Biden essaie un peu de calmer les choses, donc c'est pas une bataille d'ego, c'est la Chine qui veut démontrer, s'affirmer, etc.
On ne peut pas mettre les deux camps maintenant sur le même plan. Il y a quand dans même la cette Chine histoire. qui veut dépasser les États-Unis. Pour elle, c'est un enjeu considérable. Et puis, il y a les États-Unis qui ne veulent pas, eux, perdre leur leadership. Et c'est aussi assez Oui, mais dans cette prioritaire. histoire, ça c'est vrai, mais dans cette histoire-là, les Américains, ils n'ont rien fait. À Non, part mais- descendre un truc qui je veux dire, c'est les Américains aujourd'hui, Biden, et on aime ou on n'aime pas, est pour la désescalade avec la Chine. Oui, mais il y a cet incident qui intervient dans ce face-à-face où chacun veut prendre la domination. Enfin, l'un garder la domination et l'autre la prendre. C'était quand même un incident important. Oui. C'est monté d'un cran quand même la tension entre les deux capitales. En tout cas, c'est clair que nous sommes dans un affrontement assez classique, je dirais, depuis la nuit des temps, entre une puissance qui est montante et une puissance dominante. Et, et donc, c'est évident que ça se... Bon. Alors, je voulais parler du précédent. Juste sur les représailles, ça Oui, m'intéresse, Thierry Bolton. Oui, donc je Quelles voulais peuvent parler. être- Ce qui est très intéressant, c'est le précédent, parce que vous allez voir que nous sommes dans un cas de figure qui est excessivement similaire quelque part. En 1960, la Russie venait de mettre en place, vous le savez bien, Gagarine, le premier homme qui tournait, avait des puissances de fusée formidables et ça inquiétait beaucoup les Américains. Les Américains envoient un avion espion, un U-2, sur le territoire soviétique. Il se fait descendre. Les Américains disent non, c'est pas vrai, c'est pas un avion militaire, c'est un avion météorologique. Exactement la même défense que les Chinois. Manque de peau, si je puis dire. Le pilote, il était habité, cet avion, est récupéré. Il avoue qu'effectivement, il était une mission espion. Bon, voilà. Donc, ça a fait tout un pataquès. Il y avait une conférence à Paris qui se devait se tenir. Du coup, Khrouchtchev, qui était le dirigeant numéro 1, claque la porte. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre. Parce que ça peut nous donner des indications sur les mois à venir. Ce qui va suivre, c'est qu'il va y avoir une montée en puissance de l'affrontement de la guerre froide. En 61, l'installation du mur de Berlin, qui va être quand même une rupture considérable des accords passés après-guerre, et 2, l'installation des fusées à Cuba, qui vont directement menacer les États-Unis, puisque c'est proche des États-Unis. Donc vous voyez, il y a une montée en puissance. Du coup, comme les Soviétiques se sont sentis agressés, ils sont montés en puissance par rapport à la chose. Bon, et ce qui est intéressant, parce que dans cette crise qui vient de se passer, ça a souffert de ça. Le débouchage de tout ça, ce qui est arrivé, c'est qu'enfin a été mis en place entre Washington et Moscou un téléphone rouge. Comme ça, s'il y a un incident de cet ordre-là, comme les fusées à Cuba, au moins on peut se causer. Là, il n'y avait rien entre Washington et Pékin, d'après ce que l'on sait. Washington a essayé de joindre plusieurs fois Pékin pour demander qu'est-ce que c'est que cet avion, qu'est-ce que cette aéronef, qu'est-ce que c'est que ce ballon, etc. Silence radio, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur au bout du coup. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, après une petite escalade, plus moins du côté chinois sans doute, qui vont essayer de se venger, peut-être qu'on va mettre en place un téléphone rouge entre Washington et Pékin qui évitera peut-être des malentendus futurs. Enfin, si c'est ça, c'est un moindre mal. Oui. Mais c'est vrai qu'on a un général américain, puisqu'on s'intéresse à la question de l'escalade, de l'engrenage par d'éventuelles représailles de Pékin. Il y a un général américain qui dit ceci, un général en fonction. J'espère me tromper, mon instinct me dit que nous combattrons en 2025, dit-il, à propos de Taïwan. Alors, pardon, général, mais c'est vrai que les militaires, comment dirais-je ? C'est leur métier. C'est leur métier d'envisager la guerre plus vite, on va dire, que les civils, n'est-ce pas ? Pas pour justifier leur existence, j'oserais pas dire ça, évidemment. Mais, malheureusement, les militaires n'ont pas besoin de justifier leur existence dans le monde actuel. Mais c'est quand même, d'abord des soldats pour la phrase, paix et des hommes et des femmes qui s'engagent pour la paix. Cette phrase, mais vous avez raison. Mais cette phrase nous avait frappé. Et évidemment, elle était adossée au risque de Taïwan. Est-ce que vous adhérez à cette hypothèse-là ? Mon instinct me dit que nous combattrons Pékin et Washington. Et le général en question, j'ai déjà rencontré, les Américains sélectionnent parfaitement leurs leaders, c'est des gens qui sont très crédibles. D'abord, il parle de son instinct, c'est sa compréhension des choses, donc il donne son avis objectivement par rapport à son expérience. C'est pas pour ça que ça va se produire. Les Américains nous avaient prévenu que les Russes allaient envahir l'Ukraine. On n'y a pas cru. Ça s'est produit quand même. Donc, il faut être très attentif. C'est aussi un moyen pour un militaire d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a une montée en puissance des risques. On est un peu dans la maîtrise des risques. Et je crois qu'un chef militaire, surtout vu la nature des renseignements que possèdent les Américains aujourd'hui, doit avertir le pouvoir politique de manière à éviter justement cette escalade. Et je pense que cet appel-là, il est pour dire attention, les Chinois, et je ne parle pas seulement du ballon,
Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus agressifs. On le voit vis-à-vis de Taïwan. Ils poussent leurs pions, ils vont jusqu'aux limites. Et le ballon en était aussi un exemple. Et ils essayent de déployer leurs moyens. Et l'analyse objective du général américain, c'est attention, parce que le risque monte. Et un jour, le risque que ça se termine en conflit. Isabelle Feng, ce risque-là, est-ce que vous-même, vous l'analysez comme réel ? Comment dire, c'est-à-dire, et maintenant, on peut dire que depuis le 20e congrès du parti, ça donne l'impression que Xi Jinping, il dispose tous les pouvoirs de décision, y compris la guerre envers Taïwan. Comme Xi Jinping considère toujours de récupérer Taïwan, c'est comme si c'est sa mission historique. Mais avec ces histoires de ballons, ça nous laisse croire, comme M. Bondaz vient de dire, que c'est-à-dire c'est le timing qui laisse interpeller. Et Xi Jinping, peut-être il ne maîtrise pas tout. Et apparemment, il n'est peut-être pas au courant de ce ballon qui est entré sur l'espace aérien, qui a fait annuler la visite d'Anthony Blinken. Et puis, on peut penser croire que ce ballon qui est entré sur l'espace aérien, ça arrange les faucons chinois et aussi le faucon américain. Et puis, il faut aussi voir que le 3 février, le gouvernement chinois a limogé le directeur de l'agence météorologique chinoise. Et donc, on peut interpréter, c'est une manière de Pékin, de sa colère de ces histoires de ballons. Ça pourrait aussi interpréter comme un geste de réconciliation avec Washington. Merci beaucoup Isabelle Feng. Désolée de vous couper. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci également à Antoine Bondaz. On se retrouve dans un instant parce qu'on va s'interroger quand même sur l'onde de choc que pourrait avoir cette crise sino-américaine, aussi sur le conflit ukraino-russe. Ça n'est pas innocent. À tout de suite.